on a lancé cette série de webinaires. Il y en aura deux. Je vous ai remis la date juste après. Donc, pour vous témoigner de ce projet Autonomos. Et là, aujourd'hui, pour vous parler plus particulièrement de la méthodologie et de la démarche Living Lab, pour que ça soit un petit peu plus clair, parce que c'est une terminologie qu'on entend beaucoup sans forcément toujours savoir ce qu'il y a derrière. Donc, pour rappel, hein, la base de ce webinaire, c'est le projet donc, de Living Lab Autonomos, qui est un Living Lab donc autonomie, puisqu'il regroupe en fait les champs du handicap et du grand âge. Et il est vraiment multisite, pluriacteur, pluridisciplinaire. Ça ne se matérialise pas forcément dans un lieu, c'est vraiment la démarche, la méthode que vous présentera Elsa juste après. Donc, bref rappel, hein, quand même, c'est des travaux qui ont été initiés par le PGI à partir de 2022 et soutenus par la région, par Malakoff Humanis et la Banque des Territoires, que je remercie. Et l'objectif commun, c'était vraiment, enfin c'est toujours, hein, de favoriser des innovations et des épreuves donc vraiment issues du terrain, destinées à soutenir la meilleure autonomie possible et la meilleure offre possible pour toutes et tous, donc qu'on soit personne en situation de handicap ou personnes âgées et personnes en situation de handicap vieillissante particulièrement, puisque comme vous le voyez à l'écran, il y a deux thématiques qui ont été identifiées d'ores et déjà par le collectif d'acteurs en place qui s'est élargi au fil du temps, c'était l'attractivité des métiers de l'accompagnement et du soin, et donc le vieillissement des personnes en situation de handicap. Donc là où on en est 2 ans après, en 2024, c'est qu'on a terminé donc une revue de littérature consacrée à la méthodologie Living Lab et à nos deux thématiques, euh, au vu du lancement voilà, d'une première recherche-action à partir de 2025. Et donc là, on finalise la recherche de financement et des terrains de recherche. Donc, les terrains de recherche sont d'ailleurs actés, hein, puisqu'on va travailler avec la mutualité française Saône-et-Loire sur un projet à Mâcon et avec la mutualité française comtoise autour de la reconstruction de l'EHPAD de Saint-Vite. Mais ça, on en parlera peut-être plus dans le second webinaire, donc qui sera la semaine prochaine. Donc là, aujourd'hui, l'idée, c'était vraiment de vous parler de la méthodologie Living Lab, de cette démarche, et de son intérêt surtout dans la conduite des recherches-actions au PGI, puisque c'est conduire des recherches-actions en méthodologie Living Lab participative, c'est un objectif qui est inscrit dans notre stratégie PGI 2030 qu'on va dérouler à partir de l'année prochaine. Et donc, la semaine prochaine, la même heure, vendredi prochain, il y aura un second webinaire sur les connaissances, là, issues de notre revue de littérature sur les parcours innovants et accompagnés des personnes en situation de handicap vieillissantes. Donc, on vous invite à y participer, mais si vous ne pouvez pas, pareil, on l'enregistrera. Est-ce que déjà ça va à ce stade et est-ce qu'il y a des questions avant que Elsa passe au concret? Ça va? N'hésitez C'est pas tout de toute bon. façon. Ok. Et ben du coup, je te laisse la main, Elsa, et puis n'hésite pas à me dire de changer de slide si j'oublie. OK, merci beaucoup Juliette. Et bah, déjà merci, je tiens à vous remercier aussi, tous et toutes d'être, présents aujourd'hui pour ce premier webinaire. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Juliette, je vais vous présenter, le premier livrable d'Autonomos, qui est consacré à toute la partie donc on dit qu'on passe au concret, mais on va quand même rester un peu sur du théorique aujourd'hui parce qu'on passe, donc sur la présentation du livrable autour de la méthodologie Living Lab, qui a été réalisée donc, sur l'année 2023. Donc pour réaliser cet état documentaire, on a retenu 53 sources, issues de recherches bibliographiques en sciences humaines et sociales essentiellement, sur de la littérature grise et des travaux de thèse et notamment, la thèse de Valentin Berthoud qui nous a beaucoup servi et celle de Cécile Lumière et également, 2, livres blancs, donc le livre blanc des Living Lab et celui des Open Lab. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, je vois des messages dans la conversation, c'est tout bon? Il y a pas de OK. Ça a C'est coupé bon, un c'est peu, bon. mais c'est bon. D'accord. Bon, j'espère qu'il y aura pas plus de problèmes, de connexion. Donc on s'est appuyé aussi sur la veille quotidienne du PGI autour des sujets liés à l'innovation et sur les ressources qui ont été partagées par nos partenaires, d'Autonomos. Je veux bien la prochaine slide, Juliette, s'il te plaît. Donc je vous ai remis, le plan, dans cette slide. Vous pourrez retrouver la version intégrale du rapport donc sur le site du PGI si vous en avez pas encore pris connaissance. Donc dans ce rapport, on a commencé à s'intéresser tu peux laisser la slide de présentation, je vais revenir un petit peu sur le plan très rapidement. Donc dans ce rapport, on a commencé par s'intéresser à la construction de la notion de Living Lab, en recensant toutes les définitions qui sont présentes dans la littérature.
Donc, il y a une multiplicité de définitions et d'appropriation de ce terme. C'est pour ça que c'est un petit peu difficile parfois de s'y retrouver. Donc, on est revenu sur l'émergence de la notion, comment elle a pris racine dans un contexte politique, historique et scientifique, et comment elle s'articule maintenant, à quoi elle correspond. Et on a décidé de retenir une définition en particulier, qui est celle du livre blanc des Living Labs. Donc, on reviendra dessus aujourd'hui. Dans une deuxième partie de l'état de l'art, on a vu que les Living Labs, c'était avant tout une démarche, une démarche et une méthode, même si c'est parfois un lieu. Et que comme chaque méthode, il y a un certain nombre d'outils qui y sont associés. C'est une méthode qui s'appuie sur des champs disciplinaires variés, donc je reviendrai là-dessus aussi, mais le design, les sciences humaines et sociales, l'ingénierie de projet, les sciences numériques. Et c'est une méthode qui a la particularité d'accorder une place prépondérante aux usagers, au point où on parle de démarches portées par l'usager. Donc je vais revenir un petit peu aussi là-dessus. Et on a aussi pu constater que cette approche, elle promeut une démarche, enfin une dimension participative avec des partenaires qui sont très différents et issus de milieux différents, donc que ce soit le milieu économique, la recherche, les personnes concernées elles-mêmes, et que le but du Living Lab, c'est de faire travailler toutes ces personnes ensemble dans un objectif de création de valeur. Donc je reviendrai aussi sur ces points-là tout au long du webinaire. Je vais essayer de ne pas trop parler parce que ça serait chouette aussi qu'on puisse échanger. Donc, je vais essayer de résumer au maximum ce qui est ressorti de cette recherche qu'on a menée l'année dernière, recherche Biblio. Le concept de Living Laboratories, c'est un concept qui émerge aux États-Unis dans les années 90. Donc, on n'a pas de traces écrites directement, mais la paternité de la notion, elle est attribuée à Mitchell, qui est un chercheur en architecture et urbanisme au MIT, au sein d'un laboratoire de recherche appelé le Media Lab. Donc ça a émergé à la fin des années 90 en France, ça a mis un peu aux États-Unis, ça a mis un peu de temps à arriver en France. C'est plutôt au début des années 2000, 2010 qu'on a commencé à voir des Living Labs apparaître en France et à l'étranger. Maintenant, il y a 480 Living Labs qui sont recensés par Enol, donc c'est le réseau européen des Living Labs. Et on peut supposer qu'il y a encore davantage de structures qui travaillent en démarche Living Lab sans s'en réclamer. C'est notamment le cas du PGI, qui n'est pas labellisé Enol, mais qui a toujours travaillé dans cette démarche centrée usager et multipartenariale. Donc, le Living Lab, en fait, c'est un mot, mais en fait, ça recouvre tout un tas de démarches qui infusent déjà nos pratiques dans tout un tas d'associations, d'organisations et dans le milieu du vieillissement aussi. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une variété de critères qui sont retenus pour définir les Living Labs qui est assez énorme. Donc, en fait, on trouve des Living Labs qui ne se ressemblent pas du tout parce que certains vont s'appuyer sur certains critères et pas sur d'autres. Donc, on va revenir là dans les slides qui suivent sur tout ce qui fait un Living Lab et les différents éléments un peu centraux qui permettent de définir ce qu'est un Living Lab. Il y a des confusions qui tiennent à la représentation du Living Lab. On le disait tout à l'heure, nous, par exemple, c'est un Living Lab qui n'a pas de site, qui n'a pas de lieu. Il y a plein de Living Labs qui se matérialisent par un lieu et où il y a concrètement des innovations technologiques, par exemple, qui sont testées en milieu réel. Nous, on va travailler sur... ça dépend aussi du type d'innovation qui vont être expérimentées. Ça peut être donc des innovations technologiques. Dans ce cas-là, peut-être que avoir un lieu qui se matérialise, ça sera plus utile. Alors que quand on va être sur de l'innovation sociale, organisationnelle, de pratique, bah, là, ça peut prendre racine en milieu réel. Donc, on va avoir des Living Labs qui sont très différents. Et d'ailleurs, on a des Living Labs qui interviennent dans plein de champs différents.
pas uniquement la santé. Donc, on reviendra à la fin de cette petite présentation, on reviendra sur les Living Labs en santé et autonomie qui nous intéressent. Mais en fait, il y a des Living Labs dans tout un tas de secteurs qui vont de l'alimentation, l'agriculture, l'ingénierie. On a vraiment des Living Labs dans tous les milieux. La particularité des Living Labs, c'est qu'il y a quand même toujours un objectif social d'amélioration de la vie quotidienne, d'amélioration de la vie des personnes, qui est porté par cette idée de faire de la recherche participative avec les personnes concernées. La définition qu'on a choisi de retenir, qui regroupe un petit peu tous les éléments centraux de la démarche Living Lab. Donc c'est ce que je vous disais, ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle a été formalisée en fait en 2014, alors que le concept est apparu en 90. Donc en fait, on a eu plein de définitions qui reprenaient chacune un petit morceau de ce qu'est le Living Lab, et celle-là, elle vient vraiment tout mettre ensemble pour donner une définition un petit peu plus concrète. Donc, un Living Lab est une méthode de recherche en innovation ouverte qui vise le développement de nouveaux produits et services. L'approche promeut un processus de co-création avec les usagers finaux dans des conditions réelles et s'appuie sur un écosystème de partenariats publics, privés, citoyens. Donc, on a recensé d'autres définitions qui sont dans la même dynamique et qui peuvent permettre d'éclairer également un petit peu ce qu'est le Living Lab. Donc, je vais vous en donner une. C'est celle que Valentin Berthoud propose dans sa thèse. Il nous dit qu'un Living Lab, c'est une organisation regroupant des acteurs issus de milieux diversifiés, notamment entre la recherche et le marché, chercheurs, industriels, décideurs publics, dans le but de co-concevoir des produits et ou des services en accordant aux usagers une place plus active dans le processus. Donc voilà, dans la même idée, cette définition, elle recoupe bien la définition du livre blanc des Living Labs. En tous les cas, l'idée, c'est d'inclure tous les acteurs qui sont concernés par le développement d'un produit ou d'un service pour combler le fossé qui existe entre le monde académique, les personnes concernées et les acteurs économiques qui parfois ne parlent pas le même langage et n'ont pas les mêmes temporalités, qui ont des logiques aussi différentes. Et donc là, l'idée, c'est que le Living Lab, il intervienne un petit peu comme cet intermédiaire pour faire travailler tout le monde ensemble, mais on y reviendra. Donc là, dans les prochaines slides, je vais revenir un petit peu sur les différents éléments qui apparaissent dans la définition du livre blanc des Living Labs. Donc, on va revenir sur ces différents éléments qui participent à ce qu'est un Living Lab. Donc, d'abord, l'innovation ouverte. Juliette, si je peux te laisser changer de slide, s'il te plaît. Donc, on aura l'innovation ouverte, la place prépondérante de l'usager, les outils participatifs et l'approche méthodologique, parce qu'il y a quand même des particularités à l'approche méthodologique Living Lab, et enfin la dimension partenariale. Tu peux changer de slide aussi. Merci. Donc, le concept d'innovation ouverte, qu'on appelle aussi Open Innovation en anglais, a été proposé et démocratisé par Henry Chesebrough au début des années 2000. C'est avec la publication de son ouvrage, dont vous avez la référence en haut de la slide, que le concept va se populariser et rencontrer un fort engouement. Donc, la pratique de l'innovation ouverte, elle était déjà répandue dans sa formalisation dans les années 2000. Donc, on voit que c'est toujours un petit peu la même période. Mais elle a très rapidement trouvé un écho dans les milieux industriels et entrepreneuriaux. Donc, pour l'auteur, l'innovation verte, c'est une condition essentielle à la survie des organisations dans un monde qui change et qui devient plus complexe et plus ouvert qu'avant. Donc, l'idée de l'Open Innovation, c'est d'aller puiser des ressources, donc que ce soit des ressources matérielles, des compétences, des expériences, à l'extérieur de l'organisation quand elles ne sont pas présentes dans l'organisation, mais tout en revalorisant les expériences internes, donc que ce soit les salariés ou les usagers. Donc, cette idée d'open innovation, ça va faire que les frontières entre le dedans et le dehors de l'organisation deviennent plus poreuses et que le fonctionnement va être aussi plus horizontal.
dans le champ de l'innovation, l'innovation ouverte, c'est un petit peu une injonction à la réussite des projets. Il n'y a personne qui se targue de faire de l'innovation totalement fermée. Mais l'innovation verte, elle n'est pas toujours revendiquée parce que le terme n'est pas nécessairement connu par les personnes. C'est un petit peu comme les Living Labs. En fait, des fois, on met déjà en place ce type de démarche, c'est juste qu'on n'utilise pas le terme. Mais on la retrouve un petit peu dans toutes les pratiques et en particulier au sein des Living Labs. Le concept d'ouverture, il renvoie à un certain nombre de réalités, donc l'ouverture de la connaissance, l'ouverture à de nouveaux marchés, le fait de permettre aux résultats de la recherche d'être ouverts et d'être disponibles pour les personnes qui souhaiteraient la consulter ou s'en saisir, mais aussi à l'expérimentation en conditions réelles, qui est une des caractéristiques, on va dire, principales des Living Labs. Donc, dans le cas des Living Labs, on a cette notion d'ouverture qui peut renvoyer à cette démarche d'expérimentation ouverte sur son environnement, donc directement au sein des espaces de vie des personnes, au plus proche de leur quotidien et de leur réalité. L'idée, en fait, c'est de ne pas faire de la recherche en milieu fermé, mais de voir comment les personnes se saisissent des innovations et comment elles vont pouvoir s'infuser un petit peu dans leur quotidien. Donc, ça va différencier l'approche Living Lab d'autres approches qui sont plus classiques, donc qui sont basées sur ce fonctionnement en milieu fermé. Donc, on pense forcément aux laboratoires de recherche qui sont assez hermétiques à leur environnement. Donc, comme je disais, l'idée, c'est de tester des produits, des solutions, des services directement sur le terrain et d'éviter donc certains écueils méthodologiques en milieu fermé où en fait on teste une solution en milieu fermé, mais après ça s'implémente mal dans le quotidien des gens et ça ne fonctionne pas. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Merci. Une autre caractéristique principale, donc ça on l'a dit et répété, c'est la place de l'usager dans la recherche. Donc le caractère participatif des démarches et des processus de conception, c'est un élément qui est fondamental au fonctionnement en mode Living Lab. On va dire que c'est l'idée de mobiliser les usagers qui sont concernés par le déploiement des solutions pour qu'ils puissent se positionner comme des véritables acteurs du processus. Il ne s'agit pas de les solliciter à un moment ou à un autre du développement du projet. L'idée, c'est de co-construire dès le début et jusqu'à la fin, jusqu'à la période d'expérimentation puis d'implémentation de l'innovation si l'expérimentation a bien fonctionné. Donc la démarche Living Lab, elle s'appuie sur cette approche, à l'origine l'approche centrée usager, donc qui a émergé à la fin des années 70, avec l'idée que les besoins des utilisateurs devaient être mis au centre. Ça a un petit peu évolué avec la démarche Living Lab et la démarche... Ah, j'entends un micro. Non, ça fait... Excusez-moi, bonjour à tous. Mais Bonjour. Ça fait 20 minutes qu'on essayait de rentrer avec Monsieur Zoubiria de la mutualité. Et je sais pas. On était n'avait pas connecté de avec demande. Désolée, on vous avait Ah oui, pas. désolée. Ben, on s'est signalé hein, dans plein d'endroits. On nous a parlé, on nous a dit que ça allait s'arranger. Mais... Comment ça? On a eu quelqu'un. enregistre. On enregistre, donc on pourra vous retransférer pour Très bien. les quelques minutes que vous avez manquées. Désolée. 25 minutes. Ok. Désolée. Merci. Donc, je reprends sur cette petite slide. Donc, effectivement, on disait que la place de l'usager, elle est non seulement centrale, mais elle va un petit peu se modifier aussi dans les Living Labs, où l'idée, c'est que l'usager ne soit plus nécessairement au centre, mais qu'il soit en fait autour de la table avec les autres parties prenantes. Donc, on parle aussi d'approche portée par l'usager. L'idée, donc, c'est que les utilisateurs finaux sont des co-innovateurs ou des co-créateurs qui vont être impliqués dès le début de la conception et jusqu'à l'expérimentation et la validation des innovations. J'ai mis une citation de Valentin Berthoud qui nous dit que l'usager est censé occuper une place à la fois centrale et aussi transverse et qui peut même, dans certains cas, prendre part à la gouvernance du Living Lab.
L'idée, c'est que le pouvoir soit partagé, que les usagers ne soient pas seulement sollicités à une phase ou à une autre du cycle de conception, mais qu'ils puissent prendre des décisions également sur la direction que va prendre la recherche. Voilà. Je vais passer assez rapidement sur les approches méthodologiques. C'est beaucoup plus détaillé dans le rapport, mais il faut quand même revenir sur les ancrages un petit peu disciplinaires autour de la méthodologie Living Lab. Donc, ça s'appuie sur le design, les sciences humaines et sociales et à la marge des sciences numériques et informatiques. Donc, dans les outils qu'on va retrouver, on a des outils qui servent, on va dire, à rentrer sur le terrain, à recueillir la parole des usagers, donc qui sont des outils relativement classiques des sciences humaines et sociales, donc comme la réalisation d'entretiens semi-directifs, de focus group, d'observation. Et on a des outils plutôt issus du design qui vont servir à favoriser l'intelligence collective et à permettre aux personnes de réellement prendre part à la recherche, donc via des ateliers co-créatifs. On s'appuie aussi sur des outils plus classiques du design comme le mind mapping, la facilitation graphique, les maquettes et les personas. Et enfin, on s'appuie sur un processus dont je vais un petit peu plus parler parce que quand on dit seulement le terme comme ça parle pas forcément, mais c'est le processus itératif ou d'essai-erreur qui est issu des sciences numériques et informatiques, mais qu'on retrouve aussi notamment dans le design. Donc, itérer, ça signifie répéter. Ce processus, il repose sur une série de cycles au cours desquels une idée, elle va être testée et améliorée de façon progressive. Donc, on cherche à tester une idée, à la mettre à l'épreuve et à échouer pour pouvoir recommencer et proposer une nouvelle version améliorée de cette idée. C'est une approche méthodologique donc, qui repose sur l'essai-erreur et c'est la règle de fonctionnement de la co-conception dans les Living Labs. Puisqu'on travaille en environnement réel et avec les personnes directement concernées, on va tester directement sur le terrain. Donc, il y a des chances que ça échoue, ça va forcément échouer. Donc, il va y avoir des échecs et puis on va remettre ça à profit, en fait, en réinterrogeant les personnes et en reconstruisant la recherche tous ensemble pour améliorer les solutions et arriver à un point où la solution, le produit est suffisamment est terminé puisqu'on a fini le cycle de conception. Donc, c'est un processus qui s'illustre à travers donc, ce qu'on appelle des boucles itératives qui reposent sur un principe de go-no-go dans lequel les usagers vont se retrouver, échanger à chaque étape pour savoir s'ils passent à l'étape suivante ou s'ils repartent à une étape antérieure. S'ils passent à l'étape suivante, le processus continue et on arrive à la solution. On peut changer de slide. Merci. Donc, le dernier élément de la définition que je voulais évoquer, c'est la dimension partenariale. Et à travers la dimension partenariale, il y a deux choses. Il y a l'écosystème public, privé, citoyen et le modèle de création de valeur CSA. Donc, je vais revenir sur les deux assez rapidement. Donc, l'un des piliers de la caractéristique de l'approche Living Lab, c'est cet écosystème de partenariat public, privé, citoyen où le Living Lab agit comme un intermédiaire neutre pour permettre aux parties prenantes qui ont des intérêts parfois divergents, mais des objectifs communs, de travailler ensemble pour créer de la valeur. L'idée, c'est de créer un dialogue entre tous les acteurs qui sont concernés par le développement d'un produit ou d'un service pour combler ce fossé dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on a entre le monde académique, de la recherche, le monde économique et les réels besoins des personnes sur le terrain. Donc la particularité des Living Labs, elle tient au fait qu'ils regroupent des acteurs très variés qui sont issus de milieux différents et qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Donc il y a un intérêt à mettre tous ces acteurs autour de la table pour co-concevoir des produits et des services qui sont plus adaptés et plus en phase avec les réalités du terrain et les besoins des usagers.
chaque personne est en mesure d'apporter son expertise et de proposer des solutions concrètes dans un fonctionnement un petit peu horizontal. Il n'y a pas de chercheurs sachants en haut et les usagers qui sont en dessous ou à côté. L'idée, c'est que tout le monde participe à la recherche de la même manière. Et la prochaine slide sur le modèle CSA. Donc, le modèle CSA, c'est l'objectif final en fait d'un Living Lab, c'est de créer de la valeur sur 3 pans. Donc, à la fois de la connaissance, donc des savoirs scientifiques, à la fois des nouvelles dynamiques sociales et à la fois ce qu'on peut appeler une valeur économique qui serait générée par les innovations ou les produits. Donc, l'idée, c'est de créer ces solutions qui peuvent faire avancer à la fois la recherche, à la fois le quotidien des personnes et qui, évidemment, puisqu'on a parfois des acteurs économiques autour de la table, c'est aussi que le modèle économique soit viable et que la solution puisse être pérennisée. Voilà pour ça. Donc, je vais avant de laisser place aux échanges, peut-être, parce qu'il faut qu'on puisse échanger aussi, je vais revenir rapidement donc, sur la terminologie de lab et le fait qu'en fait, on entend de plus en plus parler de lab, pas seulement des Living Labs, mais on entend aussi parler de Fab Lab, de laboratoire d'innovation sociale, de laboratoire d'usage. Bon, pas avec la terminologie lab, mais on entend aussi beaucoup parler de tiers-lieux. Dans le rapport, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini vraiment chaque type de lab et leurs particularités, parce que parfois ils se ressemblent, ils sont très proches les uns des autres, mais il y a quand même une certaine spécificité. C'est Valentin Berthoud également qui a appelé ça une nuée d'organisations disparates qui semblent a priori caractérisées par leurs différences, tant elles se ressemblent à première vue. Ce qu'on peut dire, c'est que tous ces labs, ils sont regroupés au sein de la catégorie des Open Labs. Donc l'Open Lab, c'est un lieu et une démarche portés par des acteurs divers en vue de renouveler les modalités d'innovation et de création par la mise en œuvre de processus collaboratifs et itératifs ouverts et donnant lieu à une matérialisation physique ou virtuelle. Donc ça, c'est une définition qui est vraiment plus générale. Et en fait, on a des déclinaisons à travers les Living Labs, les Fab Labs, les laboratoires d'usage, qui ont tous un petit peu leurs particularités. Le Fab Lab, par exemple, c'est un atelier de fabrication. Donc, on peut avoir un Fab Lab, mais alors on sera un petit peu moins sur tout ce qui est dimension méthodologique. Le Fab Lab va quand même avoir cette idée d'usager au centre parce que n'importe qui peut venir dans un Fab Lab pour essayer de créer son innovation, mais on a quand même plus de différence entre un Fab Lab et un Living Lab, alors que les laboratoires d'innovation sociale et les laboratoires d'usage sont très similaires au Living Lab. Mais le Living Lab, on va dire que c'est le seul qui regroupe tous les éléments que j'ai évoqués précédemment. Je peux passer à la slide suivante. Donc, dans le cadre d'Autonomos, nous, on est sur un Living Lab en santé et en autonomie. Donc, c'est regroupé sous le sigle LLSA. Donc, les champs d'application des Living Labs en santé et autonomie sont assez variés. On a des Living Labs qui se focalisent sur les maladies chroniques, par exemple, sur les questions de santé mentale, de handicap, d'autonomie, de bien vieillir, comme c'est notre cas. Mais ce qu'on voit, c'est que il y a énormément de Living Labs qui sont quand même dans le champ de la santé. Quand on regarde un petit peu les classifications de Living Lab d'Enol, on voit qu'il y a beaucoup de Living Labs qui sont dans ce champ-là parce qu'il y a un réel besoin dans le contexte de vieillissement de la population d'inventer des nouvelles solutions pour l'autonomie et pour le bien-être. Alors, en région Bourgogne-Franche-Comté, on est le premier, mais sur d'autres territoires, il y a déjà des Living Labs en santé et autonomie. C'est une approche qui a un fort intérêt dans ce champ-là,
dans l'idée où l'approche centrée et portée par les usagers, elle permet aussi aux personnes de reprendre le pouvoir non seulement sur leur propre santé, mais aussi sur leur vécu, et de se dire qu'on peut participer à la recherche afin d'améliorer le quotidien, afin d'améliorer son propre quotidien, et de reprendre un petit peu cette dynamique à son profit.